Bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'essentiel, votre magazine d'information générale. Comme tous les soirs, je suis avec Ben Mokhtar Diop. Ben, bonsoir. Bonsoir Amina, très heureux de te retrouver après un excellent week-end. Tu as des couleurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, au programme de ce soir, nous parlons de l'organisation des élections au Sénégal et sur ce plateau, nous sommes avec Amadou Sennian. Il est du comité d'initiative des acteurs de la société civile pour la facilitation du vote des électeurs, mais également avec Guy Marius Sagna. Guy Marius qui nous revient dans l'essentiel et c'est un plaisir pour nous en tout cas de le retrouver aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le hashtag l'essentiel Sen TV, bien sûr sur Twitter, mais également sur Facebook. Vous aurez le journal de 19h, le 19h45, l'actualité internationale et tout ceci va faire l'essentiel de l'actualité du jour. Effectivement, donc aujourd'hui nous parlons de ce scrutin du 30 juillet, juste après le Ramadan, à compter du 9 juillet. Nous serons en pleine campagne électorale, mais les électeurs se posent des questions. 47 listes, c'est énorme, c'est touffu. 47 personnes, sans compter les assesseurs, le président, les observateurs, la presse, confinés dans une salle de classe, ce sera difficilement tenable, monsieur Nian. Croyez-vous qu'on puisse parvenir à un petit consensus pour faciliter ce vote des électeurs sénégalais le 30 juillet? Merci de m'avoir invité. Je suis là pour le compte de cette initiative qui a été prise par des acteurs de la société civile, mais aussi et surtout pour le compte de notre liste, Benen Bat Boubès, où je suis mandataire. Donc nous avons bon espoir qu'il y aura un consensus, d'autant plus que l'ONG 3D, avec d'autres membres de la société civile, ont convié aujourd'hui les têtes de liste et les mandataires pour un peu se pencher sur cette question. Et évidemment, le nombre important de listes, c'est inédit au Sénégal, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre quand on veut avoir une démocratie où les citoyens s'expriment librement, quand on veut faire la promotion de candidatures indépendantes, même s'il n'y a qu'une seule liste indépendante, il fallait s'y attendre. Donc, puisque c'est arrivé, il faut qu'on s'assoie, on a tenté de le faire. En tout cas, dans un premier temps, nous, au niveau de notre liste Benen Bat Boubès, on a eu à convier, au niveau de notre siège, l'ensemble des mandataires. Ça n'a pas réussi parce qu'effectivement, si c'est un parti qui convoque ou c'est une liste qui convoque, certainement, tout le monde ne sera pas présent. C'est après qu'on a appris, avec beaucoup de satisfaction, l'initiative prise par des acteurs de la société civile pour un peu convier tous les acteurs concernés à regarder la question et à trouver un consensus. La problématique posée, c'est que le code électoral qui dispose en son article L78 que l'électeur est tenu de prendre une enveloppe et l'ensemble des bulletins, et cette disposition est une disposition obligatoire. On ne peut la changer au regard des dispositions du protocole de la CEDEAO que s'il y a consensus. Donc il faut aller faire la construction de ce consensus. Exactement. Vous avez fait une simulation, certainement. Nous reviendrons sur le résultat de cette simulation tout à l'heure avec vous. Mais Guy Marius, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord quand M. Nian assimile cette pléthore de listes à de la démocratie? Il y a deux niveaux de traitement de cette question. Le premier niveau est un niveau structurel. Il y a des raisons structurelles qui font que, inéluctablement, nous étions préparés à arriver à cette situation. Quand dans un pays, l'ancien président de la République donne chaque mois à ses alliés des sacs de riz, c'était dans le cadre de la CAP 21, donne chaque mois à ses alliés des millions. Je rappelle que nous avons été informés qu'un parti comme AGPADS de Landing Savané, à l'époque de Wade, recevait tous les mois 30 millions. Comment voulez-vous que cela ne crée pas des ambitions, cela ne suscite pas des vocations carriéristes et affairistes? Nous parlons d'affairisme et de carriérisme politique. Quand vous avez un président, je veux nommer Macky Sall, qui remplace le président Abdoulaye Wade, pour opérer des ruptures et qui poursuit la même politique, nous savons que le président Macky Sall a distribué à des partis politiques de l'argent et
notamment un parti politique qui s'appelle Yewwi Askan Wi, qui a été convoqué au palais et qui a reçu 1 million. Nous savons également que le président de la République a convoqué des citoyens individuellement, dont un citoyen, vaillant citoyen Allah Kane, membre du PAI depuis l'époque de la clandestinité, pour lui donner une enveloppe que lui a refusée. Quand vous faites ce genre de pratique-là dans ce pays-là, ne soyez pas étonnés que la politique soit considérée comme et c'est ces personnes qui vous ont informé. Comme un moyen d'ascension sociale. Voilà en fait ce qui a été encouragé. Oui, mais tout à l'heure vous parlez de personnes qui ont reçu de l'argent de la part. Oui, absolument. C'est ces personnes qui vous ont informé. Écoutez, ces informations-là, c'est la énième fois que je les pose sur la table et de toute façon, jusqu'à l'extinction du soleil, comme disait l'autre, le président de la République et ses alliés ne nieront pas cela et ne feront absolument rien pour nier cela parce que c'est la vérité. Mais quand en plus, vous avez des partis politiques, le ministère de l'Intérieur est choisi et est responsabilisé pour assurer le bon fonctionnement de ces partis politiques. Et dans la loi, il est dit que chaque année, les partis politiques doivent déposer un rapport au niveau du ministère de l'Intérieur pour notamment dire où est-ce qu'ils prennent leur argent et ce qu'ils en font. Le ministère de l'Intérieur ne l'applique pas. Il me semble que l'an passé, il n'y a qu'un seul parti qui a respecté cela, c'est PASTEF. En principe, tout parti qui ne respecte pas cela doit être interdit, d'accord, d'existence. Quand tout cela, vous le mettez ensemble, ça veut dire que vous encouragez la pléthore de partis politiques, vous encouragez à ce que les gens pensent, d'accord, que le parti politique est un GIE. Qu'on peut créer pour capter des fonds secrets, qu'on peut créer pour capter. Est-ce que quelque part vous ne rêvez pas que chaque parti politique ait à déposer son rapport annuel? Le ministre de l'Intérieur, il dépend, il a un patron. Il va demander à la paire de venir déposer son rapport annuel, quitte à être forclos, sanctionné. Oui, comme la majorité des Sénégalais qui aujourd'hui sont dégoûtés de voir 47 listes, nous rêvons. Nous rêvons que dans ce pays-là, qu'on mette de l'éthique sur l'étiquette politique. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. On ne doit pas être étonné qu'il y ait 47 listes si nous avons 200 et quelques partis. Au contraire, nous devrions être étonnés de ne pas avoir beaucoup plus de listes. Parce que tout dans le système est fait pour que les gens, d'accord, soient encouragés à aller vers le palais présidentiel, à essayer de capter des fonds là-bas. C'est ça le système fondamentalement et c'est ça qu'il faut changer. Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est comment gérer les choses d'ici la prochaine élection. Et sur ce plan-là, je n'ai qu'une seule chose à dire. Le régime actuel ne travaille pas à édifier un consensus. Depuis très longtemps, il ne consulte quasiment personne. Pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, à la veille des élections, on n'ait aucune idée de combien de bureaux de vote est-ce que nous avons, de où est-ce que ces bureaux de vote-là sont. Ils sont en train, dans leur laboratoire... Est-ce que c'est encore tard, vous pensez? Même si ce n'est pas tard, ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait qu'il n'y a pas de concertation. Il y a juste le régime en place qui, dans son laboratoire, prépare des choses pour gagner ces élections-là. Mais Guy, vous savez qu'on avait 10 878 bureaux de vote pour la dernière élection et que maintenant ça va passer à pratiquement 15 000 bureaux de vote et que les commandes ont été passées, le ministère est en train de travailler. Si l'opposition ou les partis d'opposition ne veulent pas aussi de cette concertation, mais le pouvoir prend ses responsabilités. Oui, mais il est important que suffisamment à temps, tous les acteurs sachent où se trouvent ces bureaux de vote. Figurez-vous qu'au dernier référendum, il y avait des litiges sur des bureaux et des centres de vote. On ne peut pas courir à des élections où les différents acteurs ne sont pas sur le même pied. D'accord Guy, nous reviendrons sur vous. Alors, M. Amadou Niang, tout à l'heure, on parlait de la simulation que vous avez eu à faire au niveau du comité d'initiative des acteurs de la société civile. Mais la durée du vote, ça vous a pris combien de temps? 4 minutes en moyenne. 4 minutes et je crois que c'est le lieu de... Mais avant de répondre à cette question, vous permettez juste de faire une petite précision à mon concitoyen. La définition de la carte électorale n'est pas encore arrivée. Il reste au moins 2 semaines pour définir la carte électorale, pour dire où se trouvent les bureaux de vote et les lieux de vote. Et ça, le code prévoit que c'est en rapport avec l'ensemble des acteurs. On n'en est pas encore à ce niveau. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que nous avons fait une simulation avec
un certain nombre d'acteurs de la société civile. Et ce qu'on a constaté, c'est que les Sénégalais, certainement, dureront devant les bureaux parce que ça risque d'être très lent. En moyenne, on a pu constater 4 minutes pour le temps de vote. De l'identification de l'électeur à son retour vers l'urne en passant par le choix de l'enveloppe, un peu la prise des 47 bulletins, le passage à l'isoloir et un peu le vote jusqu'à sa main au niveau de l'encrier. Donc tout ça prend du temps et les personnes qui l'ont fait, voilà, l'état d'esprit de ces personnes. C'est des personnes bien portantes. C'est pas des vieillards, c'est pas des personnes handicapées, pour la plupart, c'est pas des novices. C'est des gens qui étaient habitués à faire le vote. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont fait 4 minutes en moyenne. Donc, avec ce qu'on a tiré comme leçon avec Moundiaï, les Yagasila et consorts, experts électoraux, c'est que on va au moins permettre certainement à 300 électeurs de voter sur les 600 qui sont souvent inscrits dans un bureau de vote. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut avoir 4 minutes, mais aussi on peut avoir plus. On peut avoir plus certainement. Exactement. On peut avoir plus, on peut avoir moins. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas un seul électeur qui entre. Si un électeur entre, il présente ses pièces, sa pièce d'identité biométrique. Le temps qu'il prenne ses bulletins et l'enveloppe, un autre entre pour présenter sa pièce. Le temps qu'il soit au niveau de l'isoloir. Je vais vous couper, je suis vraiment désolée, c'est l'heure du journal. On va aller suivre le journal de 19h. C'est avec Aram Dia et Mamadou Awendia. Et puis on vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 19h. On démarre avec les violents affrontements survenus au marché Ocas de Touba. Dans la cité religieuse, le sujet occupe toujours les débats. La police a procédé à plusieurs interpellations. Mais le principal suspect dans cette affaire reste toujours introuvable. Les 2 victimes de ces violences sont toujours internées à l'hôpital Madlaboul Fawzeini. Faisons le point avec Abdoulaye Gagne. Suite aux affrontements entre services de sécurité et jeunes marchands ambulants au marché Ocas de Touba, plus de 30 personnes sont interpellées par la police pour enquête. Abdou Dian, l'homme tristement célèbre pour avoir tiré sur la foule, est activement recherché par les éléments du commissaire Diagne. Selon le commissaire spécial de Touba, la balle qui a atteint la dame au cou n'est pas celle utilisée par ces éléments. Dès lors, il dégage en touche toute responsabilité policière dans cette affaire qui défraie la chronique dans la cité religieuse de Touba. Par ailleurs, les responsables du Daïra Safinatul Aman précisent que l'élément en question, source de ce conflit, est inconnu de leur fichier. L'auteur des faits n'est ni de la police ni de Safinatul Aman, malgré ses décennies de service au marché Ocas. Suite au communiqué du Khalifa général des Mourides, le calme est revenu, à signaler que les 2 victimes grièvement blessées dans ces affrontements ne sont plus en danger. Elles sont sous contrôle médical à l'hôpital Madlaboul Fawzeini. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Nous passons à l'actualité politique. À Kolda, la Fédération des écologistes du Sénégal en veut toujours à Ali Haïdara. Elle lui reproche une démarche solitaire dans la confection de la liste And Natal Sénégal. Elle a donc décidé de rester dans Benno et de soutenir la coalition, une position rendue publique ce matin au cours d'une conférence de presse. Les détails dans cette correspondance de Pape Kadele Badji. Après la sortie de la liste des écologistes And Natal Sénégal dirigée par Ali Haïdar, eh bien, la section de Kolda se démarque et se dit pas du tout concernée. Contestons cette forfaiture avec la dernière énergie. À cet égard, la liste départementale de Kolda ne peut engager la responsabilité politique de la fédération départementale de Kolda, dont les responsables légaux ne sont impliqués en rien. Et vous savez, en politique, tout ce qui est fait derrière toi est fait contre toi. Toutefois, Amadou Diallo et compagnie croient que de telles pratiques fractionnistes ne militent pas en faveur de l'unité de Benno Bokk Yakaar. Tout stratagème tendant à déstabiliser, voire à déstructurer ou dévoyer les écologistes de Kolda, qui sont inscrits dans une synergie de politiques citoyennes, articulée autour d'une collaboration constructive avec nos alliés de Benno Bokk Yakaar.
Nous ne sommes pas des invités de Benno Yakar. On a fondé le Benno Yakar. Et si nous devons aussi sortir, d'une manière aussi participative, inclusive, que nous avons discuté pour en sortir. À en croire les écologistes de la FEDES de Kolda, leur seul combat, c'est d'avoir des députés qui se préoccuperont des besoins des Koldois. Nous, écologistes de Kolda, militons pour une large coalition afin de faire élire des parlementaires capables de maîtriser les enjeux et autres mécanismes de la participation citoyenne, en vue d'interpeller l'exécutif sur des questions spécifiques touchant le vécu quotidien de la masse populaire. La FEDES de Kolda de réaffirmer son ancrage dans Benno Bokk Yakaar lors d'un point de presse tenu à Kolda. Le secrétaire général du Parti socialiste parle enfin de son camarade Khalifa Sall en prison depuis le mois de mars dernier. Ousmane Tanor Dieng soutient n'avoir jamais souhaité l'emprisonnement du maire de Dakar. Le premier responsable du Parti socialiste était à Mbour où il effectuait des visites de proximité auprès de ses militants. C'est dans ce cadre qu'il s'est aussi prononcé sur les investitures en direction des élections législatives du 30 juillet. Les propos de Ousmane Tanor Dieng sont recueillis par Pape. Évidemment, c'est un mois de clémence. Moi, je n'aurais jamais souhaité que Khalifa Sall soit dans les conditions dans lesquelles il est. Mais ça, c'est du ressort de la justice. Et moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les affaires qui sont pendantes devant la justice. J'ai confiance en la justice de mon pays. Bien sûr, j'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour tous les camarades qui sont sous les liens de la prévention. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est votre adversaire et lui, il ne l'est pas. Même si quelqu'un est votre adversaire, vous n'allez pas lui souhaiter d'être sous les liens de la prévention. L'arrondissement des Parcelles Assainies a un nouveau sous-préfet. Il s'agit de Babacar Ibra Mar qui succède à Amadou Faye. Ce dernier, qui a tiré le bilan des années passées à la tête de ce service, a invité son successeur à rester sur cette dynamique qui lui a valu la confiance des autorités, suivant ce compte-rendu de Pape Antamopa. Après 4 années de bons et loyaux services rendus à l'arrondissement des Parcelles Assainies, le sous-préfet Amadou Faye passe le témoin à Babacar Ibra Mar. Dans son intervention de circonstance, le sous-préfet sortant a souhaité un plein succès à son successeur sur les défis multiples à relever dans la souscription. La cérémonie d'installation de mon remplaçant, Babacar Ibra Mar, est donc dirigée dans quelques instants. Un arrondissement stratégique. Conscient de la mission qu'il attend, le nouveau sous-préfet Babacar Ibra Mar affirme qu'il compte poursuivre les pas de son prédécesseur. L'arrondissement des Parcelles Assainies, réputé être une zone stratégique, l'ancien sous-préfet de Thiès Sud soutient pour sa part qu'il fera de son maximum pour accomplir cette tâche qui lui est confiée. Je vais hériter d'un bon travail de mon prédécesseur. Maintenant, par rapport aux autres contingences dont vous faites cas, il n'y a pas de problème. Les contingences dont vous venez de faire cas, il y en a. Maintenant, j'essaierai de les aborder avec responsabilité. Présent lors de la passation de service, le maire des Parcelles Assainies, Moussassi, a hautement salué le travail qu'a abattu le sous-préfet sortant Amadou Faye. Le deal des Parcelles Assainies ne compte nullement baisser ses bras. Il mettra sa pierre à l'édifice car il compte poursuivre la collaboration avec le nouveau venu, comme c'est un démembrement de l'État. Accompagné dans le cadre de la République, dans le cadre du respect des dispositions législatives, des dispositions réglementaires en ce qui concerne la collectivité locale, respect du code des collectivités locales, c'est important. La cérémonie de passation s'est achevée en échange de cadeaux entre le sous-préfet sortant Amadou Faye et certains responsables de l'arrondissement. Parlons à présent éducation avec l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e dont les épreuves démarrent demain mardi pour 2 jours pour cette année 278 532 candidats se sont inscrits dont 146 877 filles qui représentent plus de 52% des candidats Moundawa. Aram, toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des examens, selon le directeur des examens et concours qui faisait ce matin une conférence de presse compte rendu sur le Mariam Gueye. Cette année, le nombre de candidats a augmenté de 1777, donc 278 532 inscrits pour l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e qui auront lieu ce mardi et mercredi prochain. Vu le nombre important des candidats, des mesures idoines ont été prises pour assurer un meilleur déroulement des épreuves. À titre indicatif, la session de 2017 du CFE et de l'entrée en 6e nécessite l'utilisation
de 9 285 salles de classe et la mobilisation de 1683 chefs de centre, 1683 adjoints au chef de centre, 18 570 surveillants au moins, 46 425 secrétaires à raison de 5 par centre. Importante réallocation des ressources issues du fonds d'appui aux examens et concours qui ont été faites à l'endroit des inspections d'académie pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux examens. Pour aussi éviter des fuites de sujets, des moyens nécessaires ont été mobilisés, assure le directeur des examens et concours, qui garantit que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer la réussite de cette session. Nous restons avec le directeur des examens et concours qui fait savoir que pour cette année, le ministère de l'Éducation nationale a tenu compte des enfants en situation de handicap pour l'examen dans le cadre de l'éducation inclusive. À Pikine, Guédiawaye et Rufisque, un important dispositif a été mis en place pour mettre à l'aise les candidats, les personnes plutôt vivant avec un handicap. À ce propos, Amadou Makhtar Ndiaye, directeur des examens et concours. On a pris en charge cette dimension-là. Et aujourd'hui, l'expérimentation qui a été faite montre que ces élèves-là sont arrivés en classe de CM2. Mais il y a un dispositif qui a été pris sur instruction de M. le ministre pour les accompagner. Et cela, nous l'avons fait en synergie avec les inspecteurs d'académie concernés à travers des correspondances. Pour que ces enfants-là tiennent compte de leur handicap le jour de l'examen. En choisissant pour eux des salles spéciales, en prenant soin de les accompagner correctement, mais également en respectant le tiers-temps qui leur sera accordé en plus du temps qui est accordé à un enfant normal. Ce dispositif-là a été pris en charge et nous veillerons à ce qu'il marche correctement. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci à vous tous de votre attention. On vous retrouve à 19h45 pour d'autres infos. D'ici là, bonne suite des programmes sur la Sen TV. La suite de l'essentiel, c'est après cet écran publicitaire. Au revoir. Greatwall, à travers ses véhicules Aval H6, Greatwall M4, Aval H2, vous souhaite un bon ramadan. Espace Auto pour mieux vivre l'automobile. ak patam yu mucc ayib yi, farinam yi ñu taamu, NMA mu ngi ànd ak yéen ci dundin bu sell te di leen ñaanal kooru jàmm. USAID Shop Plus ak Ademas ànd ak seeni produit yi di Milda ak Aquatabs ñoo leen di ñaanal ndogu jàmm. mën ngeen ñu woo ci suñu numéro vert bi di 800 00 50 50. Gloria en poudre bi ñu fortifié en fer et en vitamine C ngir dooleel seeni njaboot bis bu nekk moo leen di ñaanal kooru jàmm. Nestlé, good food, good life. Plus de pureté et de propreté en ce mois béni de Ramadan avec les savons Santex et le détergent multi-usage SoClean.
L'actualité, c'est un continu sur nos antennes. Le journal vous revient à 19h45. Et si vous venez tout juste de nous rejoindre, je vous rappelle que ce soir, nous parlons de l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017. Et sur ce plateau, nous avons Guy Marius Sagna, il est de la société civile, mais également Amadou Senyan, il est du comité d'initiative des acteurs de la société civile pour la facilitation du vote des électeurs. Il est également mandataire de la liste Benenbat Boubès. Effectivement. Voilà. Tout à l'heure, il parlait du déroulement. La simulation, comment ça se passe? Oui, d'abord, j'aimerais un peu revenir sur la mise en place du matériel électoral et la création du bureau de vote. Avec les 47 listes, nous sommes obligés d'avoir 10 tables bancs pour disposer les différents bulletins. Par exemple, en sachant que chaque table recevra 5 types de bulletins. Ensuite, il y aura 24 tables bancs pour les représentants des listes dans le bureau de vote. Parce qu'ils seront 47, et c'est le droit. Il y aura aussi 3 tables bancs pour le bureau, le président, l'assesseur, le secrétaire et la Sénat. Plus la table pour l'urne et le matériel électoral. Vous voyez que rien que pour la mise en place, nous avons des problèmes. Les salles de classe en moyenne au Sénégal, c'est 9 sur 8 mètres. Donc ça ne peut pas contenir tout ce monde-là. Plus d'une cinquantaine de personnes. Plus d'une cinquantaine de personnes avec un matériel et un peu de la sécurité qu'il faudra gérer. Donc ne serait-ce que pour la mise en place du bureau de vote, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, sur le déroulement du vote, on a plusieurs étapes. Il y a l'identification qui peut prendre du temps. Il faut chercher sur le registre le nom de Ben Matar. S'il est effectivement inscrit, on l'identifie. Et les 47 représentants ont le droit de vérifier si c'est effectivement Ben Matar ou si c'est effectivement Ndiaga Sylla ou Moundiaye Cissé. Ils ont le droit de vérifier. Cela peut prendre du temps. Après l'identification, il y a la prise des bulletins et des enveloppes. On a rappelé l'article L78 qui dispose que, obligatoirement, l'électeur doit prendre les 47 bulletins. Après, il y a le passage à l'isoloir qui peut prendre 1 ou 2 minutes. Ça dépend. Une fois dans l'isoloir, l'électeur devra chercher le bulletin pour qui il veut voter. Cela prendra le temps que cela prendra. Ensuite, il y a le passage à l'urne pour mettre l'enveloppe dans l'urne. Il y a une dernière phase qui consiste à mettre le doigt dans l'encre indélébile et à récupérer ces pièces. Et c'est tout ceci qui va nous faire 4 minutes. 4 minutes. D'accord. En moyenne, d'après, et j'ai dit que c'est des personnes bien portantes. Bien portantes, il n'y avait pas trop de... parce que c'était une simulation. Mais dans la réalité... Mais c'est 4 minutes sans les vérifications. Sans les vérifications. Sans les vérifications. Donc, on pourrait dire 5 minutes. Maintenant, si on rapporte ça sur le nombre d'électeurs qui doivent intervenir dans un bureau de vote, qui ne peut pas faire au-delà de 600 électeurs, vous voyez ce que cela peut faire. Or, le temps imparti pour le scrutin, c'est de 8h à 18h. On n'a que 10 heures de temps. Est-ce que ce sera vraiment sur l'ensemble du territoire national? En fait, Amadou Sen, j'ai envie de vous poser une question très simple. Est-ce que les Sénégalais ne doivent pas brûler les hommes politiques une bonne fois pour toutes, pour qu'on ait la paix? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que vous prenez en fait le peuple en otage. Non, c'est pas ça. Il y a une question d'organisation et de méthode. Si on gère un pays, on doit faire dans la prévention. Tout le monde savait que, avec l'existence de partis, si les partis sont menacés en disant que c'est des partis cabines téléphoniques qui ne participent pas aux élections, ils participent. Que voulez-vous? S'ils participent, il faut que l'État mette les conditions pour que cette participation puisse être effective. D'accord. Maintenant, le problème que vous posez est plus profond. Il y a un déni politique qui est là. Les politiciens ne sont pas aimés par les populations. C'est un déni ou un rejet? C'est un déni. C'est un déni, c'est un rejet. Appelez-le comme vous voulez. De toutes les manières, le constat, il est là. Mais est-ce les 47 listes pourront empêcher aux Sénégalais de participer? Je ne le crois pas. D'autant plus que l'Assemblée nationale, c'est une institution importante. Il ne faudrait pas qu'on croise les bras pour laisser le champ à des personnes qui pourront véritablement faire demain tout ce qu'ils voudront. Exactement. Et nous, tout de suite, Guy, je reviendrai tout à l'heure sur vous, mais on va donner la parole aux populations. À vous, l'actualité, c'est tout de suite.
La première question. La question que je voulais poser, c'est la suivante. Est-ce que cette pléthore de listes électorales ne résulte pas d'un calcul politique orchestré par le pouvoir en place, histoire de se tailler une majorité par le biais de l'électorat sénégalais? Guy? N'ayant pas de preuves par rapport à cela, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Mais ce qui est sûr, et je le développais tout à l'heure, c'est que cette pléthore de listes est le résultat d'un système. C'est pourquoi, personnellement, je ne m'appesantis pas trop sur les symptômes. Quand vous avez un mal, vous le traitez à la racine. Pourquoi est-ce que d'élection en élection, il y a beaucoup plus de listes? C'est ça le débat. Parce que le 30 juillet prochain, ça ne sera pas la fin du monde, ça ne sera pas la fin du Sénégal. Mais il y aura toujours les pratiques, les causes qui ont engendré ces 47 listes. C'est sur cela que nous devons mettre le focus pour trouver les remèdes à cela. J'estime que le système actuel, ces 47 listes, sont engendrés par le système actuel et que tant que ce système-là perdurera, aux prochaines élections, on aura... D'accord, mais d'accord. Le système actuel, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un système où, pour préserver le pouvoir, il faut acheter des gens. Pour préserver son pouvoir, il faut, quand on va aux élections... Donc chaque Sénégalais a maintenant un prix. En tout cas, ceux qui sont les plus forts dans l'arène politique depuis nos indépendances le conçoivent comme tel. C'est pourquoi c'est la pratique dominante mais est-ce que aussi, mais Guy, pays-là. excusez-moi, est-ce que aussi c'est pas un problème d'hommes parce que c'est ces personnes-là qui acceptent qu'on leur donne de l'argent? Oui, absolument. Il y a un problème de population. Il y a un problème de Sénégalais. C'est-à-dire que ces hommes politiques que nous critiquons sont issus de nos villages, de nos quartiers. C'est-à-dire que ces pratiques-là que nous réprouvons et que nous voyons dans l'arène politique et dans les partis politiques se retrouvent dans les syndicats. Très rapidement. Il ne faut pas se faire des illusions. On les retrouve dans les ASC. J'ai été dans une ASC où, par exemple, on disait que le budget réservé, comment on appelle ça, aux pratiques mystiques, ce budget-là, il n'est pas contrôlé. D'accord. D'accord. Quand vous voyez ce genre de pratiques dans les syndicats, dans les GIE, dans les villages, dans les quartiers, c'est normal que les hommes qui sont issus de ces quartiers-là... Ça, c'est mon ami Guy. Alors, quand il est là, c'est... D'accord, Guy. Colporte ce genre de comportement au sommet de l'État. Mais il y a encore dans ce pays-là des hommes et des femmes qui résistent et qui disent non. Exactement. Et c'est ce système-là qu'il faut transformer, c'est ce système-là qu'il faut changer. La deuxième question. Bonsoir. J'habite à Fass-Mbao. Je m'appelle Mohamed Diallo, étudiant en délégation médicale. Je voudrais poser la question, pourquoi les politiciens aiment les détails et ne parviennent presque jamais à se mettre sur les hauteurs en oubliant un peu leur personne? Voilà, je vous remercie. Pourquoi? En résumé, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à se concentrer vraiment sur l'essentiel. Oui, il faut se concentrer sur l'essentiel. Benen Bad Boubès. Je crois que c'est un peu ça. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent... D'accord, d'accord. Alors, on va... Il faut regretter, effectivement, que l'arène politique sénégalaise soit caractérisée par le fait qu'elle ne parle pas de l'essentiel. Depuis 2-3 semaines au moins, ce dont il est question, c'est pléthore de listes, non-investiture, des gens boycottent, des gens se battent. Je rappelle que le président de la République, président de Benno Bokk Yakaar, a arrêté les investitures quasi insurrectionnelles à la base. D'accord, la dernière question. On revient. Bonsoir, je m'appelle Mopenda Ndiaye, j'habite à Guédiawaye. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de listes et l'État qui organise les élections ne fait rien. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas du sabotage? Finalement, est-ce que ce n'est pas du sabotage? L'État qui regarde cette pléthore de listes, allez-y très rapidement, et qui ne dit rien. Pour moi, par rapport à la pléthore de listes, on peut parler à la prolifération d'absence de démocratie interne dans les partis politiques. Un refus d'une alternance générationnelle. Une oligarchie. C'est les mêmes acteurs qui sont là depuis 1960. C'est les mêmes offres, c'est le même système. Aujourd'hui, ils ont changé de parti. Ceux qui étaient à gauche, aujourd'hui, sont à droite. Ceux qui étaient à droite sont à gauche ou au centre. Ils ont changé de boubou, ils ont changé même de façon de parler. C'est la même offre politique. Je crois que cela aussi... Dernièrement, nous avons assisté... Bad Boubès, qu'est-ce qui est baisse dans ce que vous proposez?
C'est d'abord les hommes. C'est des gens qui n'en sont... Non, en termes d'offres politiques. D'accord. Mais ça, si vous voulez, j'en parle. Il ne faut pas faire votre campagne sur ce plateau de l'essentiel. C'est un changement d'approche et de paradigme. Parce que nous ont toujours dirigé et conduit les affaires de ce pays, ont toujours importé des solutions. D'accord. Cela, nous allons vers une rupture totale dans ça, parce qu'il faut véritablement réfléchir à partir de nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour changer ce pays. Monsieur Amadou, excusez-moi, merci à vous. Nous sommes obligés d'aller sur l'actualité internationale. Néné, elle est déjà en place. C'est tout de suite. Et nous, on vous retrouve juste après la rupture. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sen TV Monde. Le dernier bilan de l'attaque terroriste hier au Mali fait état de 4 assaillants tués et 5 autres interpellés. Une information relevée par le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré. Cette attaque qui a visé le campement Kangaba en périphérie de Bamako a fait 2 victimes. C'est un développement de Ramafal. Le reste du campement Kangaba à l'est de Bamako ont brûlé toute la nuit après avoir été incendiés par 2 petits groupes de terroristes, selon le ministre de la Sécurité Salif Traoré. Ce lundi matin, une dizaine de véhicules stationnés dans la cour du campement. Ils appartiennent aux clients qui ont été obligés d'abandonner leurs véhicules. Dans l'après-midi de dimanche, 2 petits groupes de terroristes se sont attaqués à ce lieu très prisé des expatriés et des occidentaux. Selon des témoins, les assaillants seraient arrivés en voiture et à moto par 2 endroits distincts. Après avoir tiré sur les clients, les terroristes se sont cachés dans la montagne et sur le site, harcelant pendant des heures les militaires et prenant en otage plus de 30 clients. Le procès de Théodorin Obiang s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le fils aîné du président de la Guinée équatoriale et par ailleurs vice-président de ce pays est poursuivi pour détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Plus de détails avec Papa Madoussi. En report de 5 mois, le procès du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang s'est ouvert ce matin à Paris. Fils aîné du président Théodoro Obiang, il est soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un important patrimoine. Poursuivi pour blanchiment, d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 30 milliards de francs CFA, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France selon une évaluation de 2016. La justice française le soupçonne d'avoir assouvi ses goûts de luxe en puisant dans les caisses de son petit état pétrolier où bien des habitants survivent avec moins de $2 par jour. Il est le premier dirigeant africain appelé à comparaître dans l'affaire dite des biens mal acquis. L'enquête ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International a mis au jour le patrimoine considérable de Théodorin Obiang, immeuble avenue Foch dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, voitures de luxe et de sport, Porsche, Ferrari, Bentley, Bugatti. Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que son patrimoine, évalué à plus d'une 50aine de milliards, ne peut avoir été financé par ses seuls revenus officiels, mais est issu des détournements de fonds publics, de la corruption. Il sera absent de son procès, précise l'un de ses avocats, car bénéficiant d'une immunité, il est vice-président. La justice française enquête également sur les patrimoines bâtis en France par les familles de plusieurs autres dirigeants africains, celle de Denis Sassou Nguesso au Congo, du défunt Omar Bongo au Gabon ou encore du président centrafricain déchu, François Bozizé. Encore un attentat à Londres. Un véhicule a fauché des piétons près de la mosquée de Finsbury Park dans le nord-est de Londres, faisant 1 mort et 10 blessés. Le conducteur, un homme âgé de 48 ans, a été arrêté pour tentative de meurtre. L'incident est qualifié d'acte terroriste. Soda Mariam nous amène à Londres. Suivons ses explications. Se considère l'incident comme un acte terroriste, a déclaré la ministre britannique de l'Intérieur Amber Heard. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste. C'était une attaque contre les musulmans près de leur lieu de culte, a dit Theresa May lors d'un point de presse, avant d'ajouter que leur détermination à contrecarrer les actes de terrorisme sera la même, quel que soit leur responsable. Elle a assuré que des effectifs de police supplémentaires ont été déployés et que les besoins en sécurité autour des mosquées ont été évalués. Les faits se sont produits sur la 76
Sisters Road qui traverse le quartier londonien de Finsbury Park où vivent de nombreux immigrés. Toutes les victimes faisaient partie de la communauté musulmane. L'attaque a eu lieu alors qu'un homme recevait des premiers soins par les gens sur place et malheureusement il est mort. Tout lien de causalité entre sa mort et l'attaque va faire partie de l'enquête. La mosquée de Finsbury Park était connue au début des années 2000 pour être un haut lieu des militants islamistes de Londres qui venaient écouter les prêches enflammés d'Abu Hamza. Ce prêcheur égyptien, borgne et amputé des 2 avant-bras, a été condamné à la prison à perpétuité en janvier 2015 aux États-Unis pour un chef d'inculpation lié à une prise d'otage et pour terrorisme. La direction de la mosquée a depuis changé, mais des lettres de menaces avaient été reçues après les attentats à Paris en novembre 2015. Merci à vous, Soda Mariam Gueye. En France, les résultats des élections législatives offrent une large majorité de 350 sièges à Emmanuel Macron. Ce scrutin marque un nouveau record pour la représentation nationale française. Page internationale, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.sentv.sn. Tout de suite après, vous aurez l'instant Ramadan. Et à 20h, l'essentiel revient avec Ben Maktar et Amina Gueye. Bonne suite des programmes. Au revoir. Sur ce plateau de l'essentiel, nous sommes dans la dernière partie et je vous rappelle que ce soir, nous parlons de l'organisation des élections législatives 2017 et sur ce plateau, nous sommes avec Amadou Senyan, il est du comité d'initiative des acteurs de la société civile pour la facilitation du vote des électeurs. Il est également mandataire de la liste Benenbat, exactement, mais également avec Guy Marius Sagna, il est de la société civile. Mais Guy, tout à l'heure, vous avez écouté M. Amadou Niang. Il parlait de tout ce problème, en tout cas autour de l'organisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec cette pléthore de listes, on peut vraiment espérer avoir des élections transparentes? Je pense que nous sommes dans une pagaille démocratique qui a été créée, qui a été suscitée encore une fois par un système. Les solutions existent pour peu que les conditions d'une discussion franche soient réunies. Et ce sont ces conditions-là qui n'existent pas pour l'instant. En plus du fait qu'il y a des propositions qui ne sont pas aussi nouvelles que ça. Je rappelle que ça fait plusieurs années, pour ne pas dire plus d'une décennie, que dans ce pays-là, on parle par exemple de la proposition du bulletin unique. Mais tout le monde sait pourquoi est-ce que les différents régimes qui se sont succédés, jusqu'y compris celui qui est en place, refusent le bulletin unique. Parce que le bulletin unique empêche d'acheter les consciences le jour des élections. Quand vous voulez acheter des électeurs le jour des élections, vous avez besoin de lui demander, au sortir de l'urne, au sortir du bureau de vote, de ramener les bulletins pour lesquels il n'a pas voté. Or, le bulletin unique empêche cela. Puisqu'il n'y a qu'un seul bulletin, c'est ce bulletin-là qui est mis dans l'enveloppe. Mais quand on a plusieurs bulletins, on a la possibilité, quand on achète un électeur, de lui dire la preuve que vous avez voté pour moi, c'est de ramener tous les autres bulletins. Voilà pourquoi, dans les faits, nous n'arrivons pas à avancer dans ce pays-là sur des propositions qui existent comme celle du bulletin unique. Voilà pourquoi. Et le bulletin unique, je rappelle également que c'était une proposition de l'Union européenne, c'était en 2015 aussi. Effectivement, beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations politiques, beaucoup de personnalités, y compris dans ce pays-là, ont battu campagne pour le bulletin unique. Mais on sait qu'en réalité, dans ce pays, une des tactiques pour gagner les élections, c'est l'achat des consciences. Et le bulletin unique empêche ou réduit de manière drastique cet achat des consciences. Bon, que ce soit vous, que ce soit M. Niang, est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de vous laisser leurrer par le pouvoir? Macky Sall en 2012, quand tout le monde était à la place de l'indépendance, lui il était à l'intérieur du pays pour battre campagne. Le référendum, on se disait non, c'est pas le moment, histoire de bulletin, la couleur elle est bonne, elle n'est pas bonne. Il a battu campagne, il a gagné. Cette fois encore, on se dit techniquement c'est pas faisable en matière de logistique, en matière organisationnelle. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège du pouvoir? Ne pas gérer l'essentiel et vous contenter, excusez du terme, du menu flottant, et le soir du 30 juillet, l'APR remporte l'élection. Tout est essentiel ici, pour nous en tout cas, au niveau de Benin Badoubès.
la tête de liste, par exemple, à Plaignan est sur le terrain. Et moi, qui suis mandataire, je m'occupe du processus électoral. Il y en a d'autres qui sont dans la diaspora, qui se battent au quotidien. Tout est essentiel parce que dans le processus électoral, il y a les questions exclusivement administratives, il y a d'autres questions politiques de terrain, de construction d'offres politiques, de préparation de la communication qu'il faudra dérouler. Nous sommes dans la phase de la pré-campagne où il y a des restrictions avec la CNRA. Maintenant, tout ça est à considérer avec beaucoup plus de sérieux. Maintenant, il ne pourra pas nous surprendre. De toute façon, la peur est dans son côté. D'accord. La peur est dans son côté. Ce qu'il faudrait que nous comprenions, c'est ceci. C'est que, quel que soit ce que ce pouvoir, le précédent ou son successeur fera, il ne leurre personne. Je rappelle que nous sommes dans le continent où il a été vanté le modèle malien. On a vu qu'il s'est écroulé très rapidement comme un château de cartes. On parlait de la Tunisie. On a vu qu'il a été emporté par le printemps dit arabe. D'accord. Quel que soit ce que le pouvoir fera, pour moi, il y a une crise dans ce pays-là. Que Macky Sall remporte ou pas les prochaines élections législatives n'y fera rien. Il y a une crise profonde et si les gens s'amusent à, par des artifices, tromper le peuple, tromper des adversaires pour remporter, nous le verrons, d'accord? Nécessairement, nous verrons en fait que ce n'est pas en fait une solution durable et que d'une manière ou d'une autre, nous allons le payer tous. Ok, mais M. Nyan, en plus, cette pléthore de listes, en plus d'alourdir le scrutin, est-ce que cela ne risque pas aussi de décourager l'électeur? Oui, le risque, il est là. Et je crois que récemment, ONG 3D avait fait commanditer une étude sur le taux d'abstention pour les différentes élections dans ce pays-là. Et nous avons senti que le Sénégalais, de plus en plus, s'abstient de voter. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui ont été démontrées par l'étude. D'abord, c'est une absence d'offres crédibles par le gouvernement. Ensuite, il y a le divorce entre la classe politique et le citoyen. Il y a la fréquence des consultations électorales. Entre 2012 et maintenant, on a organisé 5 élections. En moyenne, une élection par an. Donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui s'y ajoute la pléthore de listes. Donc, pour toutes ces raisons, il y a réellement ce risque de s'abstenir. Mais, je le dis et je le redis, les Sénégalais auront tort de rester chez eux. Ils n'ont qu'à venir sanctionner positivement ou négativement. De toutes les façons, et les décisions seront prises au niveau En tout cas, nous tous, on a l'impression que les élections législatives n'intéressent pas beaucoup. En France également, on a vu ce qui s'est passé avec 56% de taux d'abstention. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal aussi, on risque d'avoir un taux d'abstention. D'accord, mais on reviendra tout à l'heure. On va tout de suite aller suivre l'actualité économique. C'est tout de suite avec Aïssata tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans les clés de l'écho. Alors que les hydrocarbures sénégalais ne sont pas encore exploités, le débat sur les bonnes pratiques, lui, semble bien en place. Pétrole au Sénégal, polémique et suspicion, c'est le sujet de ce récit qui est signé Aïcha Neneba. Avant même que le pétrole et le gaz du sous-sol sénégalais ne soient exploités, les questions de gouvernance du secteur des hydrocarbures font la une des journaux du pays. En cause, un processus d'attribution des licences piloté par le ministère de l'Énergie et la compagnie publique Petrosen, également actionnaire de tous les projets jugés peu transparents, et surtout le rôle joué par les personnages controversés dont le ticone australo-romain Frank Timis, actionnaire principal d'African Petroleum et Timis Corporation, qui inquiète à cause de sa piètre réputation aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Europe centrale, mais aussi en Europe orientale, et de son association avec Aliou Sall, le frère cadet du chef de l'État. Autre polémique, le risque de conflit d'intérêts pour Abdoulaye Diawo, à la fois patron d'un International Trading Oil, une société de négoce et de distribution de pétrole, et conseiller spécial du président pour l'énergie. Enfin, le limogeage du ministre de l'énergie Thierno Alassane Sall à la suite des divergences stratégiques avec Macky Sall, intervenues le 2 mai, juste avant la signature de plusieurs accords de recherche, de production et de coopération avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a ravivé les suspicions. Face aux critiques, les autorités mettent en avant une batterie de mesures, notamment l'adhésion à l'initiative pour la transparence des industries extractives,
qui prévoit la publication de tous les contrats miniers et pétroliers et l'adoption prochaine d'une loi encadrant l'exploitation et l'utilisation des ressources pétrolières dans l'intérêt des populations et des générations futures. Reste que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, ne s'occupe que de la transparence des revenus non encore inexistantes. Les conditions d'obtention de permis ne sont pas prises en compte alors que les critiques portent essentiellement sur ce point. Léopold Tamba. Les choses pourraient changer prochainement. Ismaïla Madior Fall, conseiller juridique de Macky Sall et président du comité national de l'ITIE au Sénégal, préconise un code pétrolier plus exigeant concernant l'attribution des titres, l'exercice des droits de péremption, l'évaluation des capacités techniques et financières des opérateurs, le dispositif fiscal et la cession des titres mis. Léopold Tamba, merci. En bref, le livre de Ousmane Sonko peut à présent être vendu au Sénégal. L'État du Sénégal, à travers la direction de la surveillance du territoire, a donné son quitus, une information confirmée également par Sonko lui-même. Voilà. Suivi, bonne suite des programmes sur Sen TV. Aïssata, merci à vous. On vous retrouve demain dans les clés de l'écho. Alors, Amadou, tout à l'heure, on parlait de ce taux d'abstention que le Sénégal risque d'enregistrer le soir des législatives. Oui, il y a un risque d'abstention, mais si c'est dû au nombre important de listes, je crois qu'il y a des solutions qui sont envisagées et qui ont été indiquées aujourd'hui par la classe politique. D'accord. Devant la société civile qui a organisé un panel. D'accord. Qu'est-ce qui a été retenu concrètement? Il y a, pour ce qui est du déroulement du vote, il y a 5 options qui ont été émises. Il y a d'abord le fait de prendre, au lieu des 47, de prendre 5 à 10 bulletins. Et deuxième option, mettre tous les bulletins dans l'isoloir et permettre à l'électeur de faire le choix au niveau de l'isoloir. Cela, on s'est dit que ça va être un peu compliqué parce qu'il faut confectionner un autre type d'isoloir. La troisième option, c'est les bulletins prédécoupés. Donc, c'est des bulletins conçus, mais ça aussi, ça va poser problème parce que si c'est prédécoupé, l'électeur vient, il prend le bulletin qu'il choisit. C'est un bulletin unique comme ça, mais prédécoupé avec des pointillés. Donc ça aussi, matériellement, c'est pas faisable parce que les imprimeurs ont déjà reçu les bons à imprimer du ministère et certainement ils sont en train de faire les impressions. Il y a la quatrième option, c'est préparer un pli de bulletins. Au lieu de laisser le soin à l'électeur de choisir les 47 bulletins, au niveau du bureau de vote, on prépare des plis de 47 bulletins. Cela aussi fausse le jeu ou bien l'esprit même de la loi. Donc, et la cinquième et dernière option pour ce qui est du déroulement, c'est le bulletin unique. Ça aussi, matériellement, ce n'est pas possible pour d'ici le 30 juillet. Ce qui reste donc et qui a été retenu par la majorité des acteurs présents, c'est la première option, c'est-à-dire le choix de 5 à 10 bulletins une fois. Mais pour ce faire, il faudra arriver à un consensus. Oui, et maintenant par rapport à cela, je crois que ceux qui étaient présents sont tous d'accord sur ces options-là. Il reste juste à rencontrer le ministère de l'Intérieur et la majorité qui n'était pas présente. En tout cas, on ne les a pas sentis là-bas. Non, la majorité est en train de faire son travail ailleurs. Est-ce qu'ils ont été conviés? Tout le monde a été convié. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que nous n'allons pas laisser l'État mettre les citoyens, les électeurs dans des conditions impossibles pour exercer le droit de vote. Cela, on le dit clairement, ni la classe politique et ni la société civile n'accepteront que l'État mette les conditions d'impossibilité de vote. Et cela, nous allons veiller à cela. Il y a une autre gamme de solutions. Responsable de l'arrondissement.
Parlons à présent éducation avec l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e dont les épreuves démarrent demain mardi pour 2 jours pour cette année 278 532 candidats se sont inscrits dont 146 877 filles qui représentent plus de 52% des candidats Moundawa. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des examens, selon le directeur des examens et concours qui faisait ce matin une conférence de presse compte rendu sur le Mariam Gueye. Cette année, le nombre de candidats a augmenté de 1777, donc 278 532 inscrits pour l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e qui auront lieu ce mardi et mercredi prochain. Vu le nombre important des candidats, des mesures idoines ont été prises pour assurer un meilleur déroulement des épreuves. À titre indicatif, la session de 2017 du CFE et de l'entrée en 6e nécessite l'utilisation de 9 285 salles de classe et la mobilisation de 1683 chefs de centre, 1683 adjoints au chef de centre, 18 570 surveillants au moins, 46 425 secrétaires à raison de 5 par centre. Importante réallocation des ressources issues du fonds d'appui aux examens et concours qui ont été faites à l'endroit des inspections d'académie pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux examens. Pour aussi éviter des fuites de sujets, des moyens nécessaires ont été mobilisés, assure le directeur des examens et concours, qui garantit que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer la réussite de cette session. Nous restons avec le directeur des examens et concours qui fait savoir que pour cette année, le ministère de l'Éducation nationale a tenu compte des enfants en situation de handicap pour l'examen dans le cadre de l'éducation inclusive. À Pikine, Guédiawaye et Rufisque, un important dispositif a été mis en place pour mettre à l'aise les candidats, les personnes plutôt vivant avec un handicap. À ce propos, Amadou Makhtar Ndiaye, directeur des examens et concours. On a pris en charge cette dimension-là. Et aujourd'hui, l'expérimentation qui a été faite montre que ces élèves-là sont arrivés en classe de CM2. Mais il y a un dispositif qui a été pris sur instruction de M. le ministre pour les accompagner. Et cela, nous l'avons fait en synergie avec les inspecteurs d'académie concernés à travers des correspondances. Pour que ces enfants-là tiennent compte de leur handicap le jour de l'examen, en choisissant pour eux des salles spéciales, en prenant soin de les accompagner correctement, mais également en respectant le tiers-temps qui leur sera accordé en plus du temps qui est accordé à un enfant normal. Ce dispositif-là a été pris en charge et nous veillerons à ce qu'il marche correctement. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci à vous tous de votre attention. On vous retrouve à 19h45 pour d'autres infos. D'ici là, bonne suite des programmes sur la Sen TV. La suite de l'essentiel, c'est après cet écran publicitaire. Au revoir. Greatwall, à travers ses véhicules Aval H6, Greatwall M4, Aval H2, vous souhaite un bon ramadan. Espace Auto pour mieux vivre l'automobile. ak patam yu mucc ayib yi farinam yi ñu taamu NMA mu ngi ànd ak yéen ci dundin bu sell te di leen ñaanal kooru jàmm.
Bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'essentiel, votre magazine d'information générale. Comme tous les soirs, je suis avec Ben Mokhtar Diop. Ben, bonsoir. Bonsoir Amina, très heureux de te retrouver après un excellent week-end. Tu as des couleurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, au programme de ce soir, nous parlons de l'organisation des élections au Sénégal et sur ce plateau, nous sommes avec Amadou Senyan. Il est du comité d'initiative des acteurs de la société civile pour la facilitation du vote des électeurs, mais également avec Guy Marius Sagna. Guy Marius qui nous revient dans l'essentiel et c'est un plaisir pour nous en tout cas de le retrouver aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le hashtag l'essentiel Sen TV, bien sûr sur Twitter, mais également sur Facebook. Vous aurez le journal de 19h, le 19h45, l'actualité internationale et tout ceci va faire l'essentiel de l'actualité du jour. Effectivement, donc aujourd'hui nous parlons de ce scrutin du 30 juillet, juste après le Ramadan. À compter du 9 juillet, nous serons en pleine campagne électorale, mais les électeurs se posent des questions. 47 listes, c'est énorme, c'est touffu. 47 personnes, sans compter les assesseurs, le président, les observateurs, la presse, confinés dans une salle de classe, ce sera difficilement tenable, monsieur Nian. Croyez-vous qu'on puisse parvenir à un petit consensus pour faciliter ce vote des électeurs sénégalais le 30 juillet? Merci de m'avoir invité. Je suis là pour le compte de cette initiative qui a été prise par des acteurs de la société civile, mais aussi et surtout pour le compte de notre liste, Benen Bat bu Bess, où je suis mandataire. Donc nous avons bon espoir qu'il y aura un consensus, d'autant plus que l'ONG 3D, avec d'autres membres de la société civile, ont convié aujourd'hui les têtes de liste et les mandataires pour un peu se pencher sur cette question. Et évidemment, le nombre important de listes, c'est inédit au Sénégal, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre quand on veut avoir une démocratie où les citoyens s'expriment librement, quand on veut faire la promotion de candidatures indépendantes, même s'il n'y a qu'une seule liste indépendante, il fallait s'y attendre. Donc, puisque c'est arrivé, il faut qu'on s'assoie, on a tenté de le faire. En tout cas, dans un premier temps, nous, au niveau de notre liste Benen Bat bu Bess, on a eu à convier au niveau de notre siège l'ensemble des mandataires. Ça n'a pas réussi parce qu'effectivement, si c'est un parti qui convoque ou c'est une liste qui convoque, certainement tout le monde ne sera pas présent. C'est après qu'on a appris avec beaucoup de satisfaction l'initiative prise par des acteurs de la société civile pour un peu convier tous les acteurs concernés à regarder la question et à trouver un consensus. La problématique posée, c'est que le code électoral qui dispose en son article L78 que l'électeur est tenu de prendre une enveloppe et l'ensemble des bulletins, et cette disposition est une disposition obligatoire. On ne peut la changer au regard des dispositions du protocole de la CEDEAO que s'il y a consensus. Donc il faut aller faire la construction de ce consensus. Exactement. Vous avez fait une simulation, certainement. Nous reviendrons sur le résultat de cette simulation tout à l'heure avec vous. Mais Guy Marius, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord quand M. Nian assimile cette pléthore de listes à de la démocratie? Il y a deux niveaux de traitement de cette question. Le premier niveau est un niveau structurel. Il y a des raisons structurelles qui font que, inéluctablement, nous étions préparés à arriver à cette situation. Quand dans un pays, l'ancien président de la République donne chaque mois à ses alliés des sacs de riz, c'était dans le cadre de la CAP 21, donne chaque mois à ses alliés des millions. Je rappelle que nous avons été informés qu'un parti comme AGPADS de Landing Savané, à l'époque de Wade, recevait tous les mois 30 millions. Comment voulez-vous que cela ne crée pas des ambitions, cela ne suscite pas des vocations carriéristes et affairistes? Nous parlons d'affairisme et de carriérisme politique. Quand vous avez un président, je veux nommer Macky Sall, qui remplace le président Abdoulaye Wade pour opérer des ruptures et qui poursuit la même politique, nous savons que le président Macky Sall a distribué à des partis politiques de l'argent et
notamment un parti politique qui s'appelle Yoonu Askan Wi, qui a été convoqué au palais et qui a reçu 1 million. Nous savons également que le président de la République a convoqué des citoyens individuellement, dont un citoyen, vaillant citoyen Allah Kane, membre du PAI depuis l'époque de la clandestinité, pour lui donner une enveloppe que lui a refusée. Quand vous faites ce genre de pratique-là dans ce pays-là, ne soyez pas étonnés que la politique soit considérée comme et c'est ces personnes qui vous ont informé. Comme un moyen d'ascension sociale. Voilà en fait ce qui a été encouragé. Oui, mais tout à l'heure vous parlez de personnes qui ont reçu de l'argent de la part. Oui, absolument. C'est ces personnes qui vous ont informé. Écoutez, ces informations-là, c'est la énième fois que je les pose sur la table et de toute façon, jusqu'à l'extinction du soleil, comme disait l'autre, le président de la République et ses alliés ne nieront pas cela et ne feront absolument rien pour nier cela parce que c'est la vérité. Mais quand en plus, vous avez des partis politiques, le ministère de l'Intérieur est choisi et est responsabilisé pour assurer le bon fonctionnement de ces partis politiques. Et dans la loi, il est dit que chaque année, les partis politiques doivent déposer un rapport au niveau du ministère de l'Intérieur pour notamment dire où est-ce qu'ils prennent leur argent et ce qu'ils en font. Le ministère de l'Intérieur ne l'applique pas. Il me semble que l'an passé, il n'y a qu'un seul parti qui a respecté cela, c'est PASTEF. En principe, tout parti qui ne respecte pas cela doit être interdit, d'accord, d'existence. Quand tout cela vous le mettez ensemble, ça veut dire que vous encouragez la pléthore de partis politiques, vous encouragez à ce que les gens pensent, d'accord, que le parti politique est un GIE qu'on peut créer pour capter des fonds secrets, qu'on peut créer pour capter, d'accord. Est-ce que quelque part vous ne rêvez pas que chaque parti politique ait à déposer son rapport annuel? Le ministre de l'Intérieur, il dépend, il a un patron. Il va demander à la paire de venir déposer son rapport annuel, quitte à être forclos, sanctionné. Oui, comme la majorité des Sénégalais qui aujourd'hui sont dégoûtés de voir 47 listes, nous rêvons. Nous rêvons que dans ce pays-là, qu'on mette de l'éthique sur l'étiquette politique. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. On ne doit pas être étonné qu'il y ait 47 listes si nous avons 200 et quelques partis. Au contraire, nous devrions être étonnés de ne pas avoir beaucoup plus de listes. Parce que tout dans le système est fait pour que les gens, d'accord, soient encouragés à aller vers le palais présidentiel, à essayer de capter des fonds là-bas. C'est ça le système fondamentalement et c'est ça qu'il faut changer. Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est comment gérer les choses d'ici la prochaine élection. Et sur ce plan-là, je n'ai qu'une seule chose à dire. Le régime actuel ne travaille pas à édifier un consensus. Depuis très longtemps, il ne consulte quasiment personne. Pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, à la veille des élections, on n'ait aucune idée de combien de bureaux de vote est-ce que nous avons, de où est-ce que ces bureaux de vote-là sont. Ils sont en train, dans leur laboratoire... Est-ce que c'est encore tard, vous pensez? Même si ce n'est pas tard, ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait qu'il n'y a pas de concertation. Il y a juste le régime en place qui, dans son laboratoire, prépare des choses pour gagner ces élections-là. Mais Guy, vous savez qu'on avait 10 878 bureaux de vote pour la dernière élection et que maintenant ça va passer à pratiquement 15 000 bureaux de vote et que les commandes ont été passées, le ministère est en train de travailler. Si l'opposition ou les partis d'opposition ne veulent pas aussi de cette concertation, mais le pouvoir prend ses responsabilités. Oui, mais il est important que suffisamment à temps, tous les acteurs sachent où se trouvent ces bureaux de vote. Figurez-vous qu'au dernier référendum, il y avait des litiges sur des bureaux et des centres de vote. On ne peut pas courir à des élections où les différents acteurs ne sont pas sur le même pied. D'accord, Guy, nous reviendrons sur vous. Alors, M. Amadou Niang, tout à l'heure, on parlait de la simulation que vous avez eu à faire au niveau du comité d'initiative des acteurs de la société civile. Mais la durée du vote, ça vous a pris combien de temps? 4 minutes en moyenne. 4 minutes et je crois que c'est le lieu de... Mais avant de répondre à cette question, vous permettez juste de faire une petite précision à mon concitoyen. La définition de la carte électorale n'est pas encore arrivée. Il reste au moins 2 semaines pour définir la carte électorale, pour dire où se trouvent les bureaux de vote et les lieux de vote. Et ça, le code prévoit que c'est en rapport avec l'ensemble des acteurs. On n'en est pas encore à ce niveau. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que nous avons fait une simulation avec
un certain nombre d'acteurs de la société civile. Et ce qu'on a constaté, c'est que les Sénégalais, certainement, dureront devant les bureaux parce que ça risque d'être très lent. En moyenne, on a pu constater 4 minutes pour le temps de vote. De l'identification de l'électeur à son retour vers l'urne en passant par le choix de l'enveloppe, un peu la prise des 47 bulletins, le passage à l'isoloir et un peu le vote jusqu'à sa main au niveau de l'encrier. Donc tout ça prend du temps et les personnes qui l'ont fait, voilà, l'état d'esprit de ces personnes. C'est des personnes bien portantes. C'est pas des vieillards, c'est pas des personnes handicapées, c'est pas pour la plupart, c'est pas des novices. C'est des gens qui étaient habitués à faire le vote. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont fait 4 minutes en moyenne. Donc, avec ce qu'on a tiré comme leçon avec Moundiaï, les Yagasila et consorts, experts électoraux, c'est que on va au moins permettre certainement à 300 électeurs de voter sur les 600 qui sont souvent inscrits dans un bureau de vote. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut avoir 4 minutes, mais aussi on peut avoir plus. On peut avoir plus certainement, exactement. On peut avoir plus, on peut avoir moins. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas un seul électeur qui entre. Si un électeur entre, il présente ses pièces, sa pièce d'identité biométrique, le temps qu'il prenne ses bulletins et l'enveloppe, un autre entre pour présenter sa pièce. Le temps qu'il soit au niveau de l'isoloir. Je vais vous couper, je suis vraiment désolée, c'est l'heure du journal. On va aller suivre le journal de 19h, c'est avec Aram Ndiaye et Mamadou Awendia, et puis on vous retrouve juste après, à tout à l'heure. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 19h. On démarre avec les violents affrontements survenus au marché Ocas de Touba. Dans la cité religieuse, le sujet occupe toujours les débats. La police a procédé à plusieurs interpellations. Mais le principal suspect dans cette affaire reste toujours introuvable. Les 2 victimes de ces violences sont toujours internées à l'hôpital Madlaboul Fawzeini. Faisons le point avec Abdoulaye Gagne. Suite aux affrontements entre services de sécurité et jeunes marchands ambulants au marché Ocas de Touba, plus de 30 personnes sont interpellées par la police pour enquête. Abdoujan, l'homme tristement célèbre pour avoir tiré sur la foule, est activement recherché par les éléments du commissaire Diagne. Selon le commissaire spécial de Touba, la balle qui a atteint la dame au cou n'est pas celle utilisée par ces éléments. Dès lors, il dégage en touche toute responsabilité policière dans cette affaire qui défraie la chronique dans la cité religieuse de Touba. Par ailleurs, les responsables du Daïra Safinatul Aman précisent que l'élément en question, source de ce conflit, est inconnu de leur fichier. L'auteur des faits n'est ni de la police ni de Safinatul Aman, malgré ses décennies de service au marché Ocas. Suite au communiqué du Khalifa général des Mourides, le calme est revenu. À signaler que les 2 victimes grièvement blessées dans ces affrontements ne sont plus en danger. Elles sont sous contrôle médical à l'hôpital Madlaboul Fawzeini. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Nous passons à l'actualité politique. À Kolda, la Fédération des écologistes du Sénégal en veut toujours à Ali Haïdara. Elle lui reproche une démarche solitaire dans la confection de la liste And Natal Sénégal. Elle a donc décidé de rester dans Benno et de soutenir la coalition, une position rendue publique ce matin au cours d'une conférence de presse. Les détails dans cette correspondance de Pape Kadali Badji. Après la sortie de la liste des écologistes And Natal Sénégal dirigée par Ali Haïdar, eh bien, la section de Kolda se démarque et se dit pas du tout concernée. Contestons cette forfaiture avec la dernière énergie. À cet égard, la liste départementale de Kolda ne peut engager la responsabilité politique de la fédération départementale de Kolda. Les responsables légaux ne sont impliqués en rien. Et vous savez, en politique, tout ce qui est fait derrière toi est fait contre toi. Toutefois, Amadou Diallo et compagnie croient que de telles pratiques fractionnistes ne militent pas en faveur de l'unité de Benno Bokk Yakaar. Tout stratagème tendant à déstabiliser, voire à déstructurer ou dévoyer les écologistes de Kolda, qui sont inscrits dans une synergie de politique citoyenne, articulée autour d'une collaboration constructive avec nos alliés de Benno Bokk Yakaar.
Nous ne sommes pas des invités de Benno Yakar. On a fondé le Benno Bakar. Et si nous devons aussi sortir, d'une manière aussi participative, inclusive, que nous avons discuté pour la sortir. À en croire les écologistes de la FEDES de Kolda, leur seul combat, c'est d'avoir des députés qui se préoccuperont des besoins des Koldois. Nous, écologistes de Kolda, militons pour une large coalition afin de faire élire des parlementaires capables de maîtriser les enjeux et autres mécanismes de la participation citoyenne, en vue d'interpeller l'exécutif sur des questions spécifiques touchant le vécu quotidien de la masse populaire. La FEDES de Kolda de réaffirmer son ancrage dans Benno Bokk Yakaar lors d'un point de presse tenu à Kolda. Le secrétaire général du Parti socialiste parle enfin de son camarade Khalifa Sall en prison depuis le mois de mars dernier. Ousmane Tanor Dieng soutient n'avoir jamais souhaité l'emprisonnement du maire de Dakar. Le premier responsable du Parti socialiste était à Mbour où il effectuait des visites de proximité auprès de ses militants. C'est dans ce cadre qu'il s'est aussi prononcé sur les investitures en direction des élections législatives du 30 juillet. Les propos de Ousmane Tanor Dieng sont recueillis par Pape. Évidemment, c'est un mois de clémence. Moi, je n'aurais jamais souhaité que Khalifa Sall soit dans les conditions dans lesquelles il est. Mais ça, c'est du ressort de la justice. Et moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les affaires qui sont pendantes devant la justice. J'ai confiance en la justice de mon pays. Bien sûr, j'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour tous les camarades qui sont sous les liens de la prévention. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est votre adversaire et lui, il ne l'est pas. Même si quelqu'un est votre adversaire, vous n'allez pas lui souhaiter d'être sous les liens de la prévention. L'arrondissement des Parcelles Assainies a un nouveau sous-préfet. Il s'agit de Babacar Ibramar qui succède à Amadou Faye. Ce dernier, qui a tiré le bilan des années passées à la tête de ce service, a invité son successeur à rester sur cette dynamique qui lui a valu la confiance des autorités, suivant ce compte-rendu de Pape Antamopa. Après 4 années de bons et loyaux services rendus à l'arrondissement des Parcelles Assainies, le sous-préfet Amadou Faye passe le témoin à Babacar Ibramar. Dans son intervention de circonstance, le sous-préfet sortant a souhaité un plein succès à son successeur sur les défis multiples à relever dans la souscription. La cérémonie d'installation de mon remplaçant, Babacar Ibramar, est donc dirigée dans quelques instants. Un arrondissement stratégique. Conscient de la mission qu'il attend, le nouveau sous-préfet Babacar Ibramar affirme qu'il compte poursuivre les pas de son prédécesseur. L'arrondissement des Parcelles Assainies, réputé être une zone stratégique, l'ancien sous-préfet de Thiès Sud soutient pour sa part qu'il fera de son maximum pour accomplir cette tâche qui lui est confiée. Je vais hériter d'un bon travail de mon prédécesseur. Maintenant, par rapport aux autres contingences dont vous faites cas, il n'y a pas de problème. Les contingences dont vous venez de faire cas, il y en a. Maintenant, j'essaierai de les aborder avec responsabilité. Présent lors de la passation de service, le maire des Parcelles Assainies, Moussassi, a hautement salué le travail qu'a abattu le sous-préfet sortant Amadou Faye. Le des Parcelles Assainies ne compte nullement baisser ses bras. Il mettra sa pierre à l'édifice car il compte poursuivre la collaboration avec le nouveau venu, comme c'est un démembrement de l'État. Accompagné dans le cadre de la République, dans le cadre du respect des dispositions législatives, des dispositions réglementaires en ce qui concerne la collectivité locale, respect du code des collectivités locales, c'est important. La cérémonie de passation s'est achevée en échange de cadeaux entre le sous-préfet sortant Amadou Faye et certains